Kompass. Die Schweiz redet mehr als 4 Sprachen. Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apecto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sedi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Bonsoir Abidjan, bonsoir Bamako, bonsoir Lomé, Ouagadougou, Dakar, bonsoir à toute l'Afrique et fidèles éditrices auditeurs de Radio Kanalka. Merci de nous suivre en direct également sur notre page Facebook. Et bien les grandes lignes du débat de ce soir. Pendant que la CEI, Commission électorale indépendante, radie Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Guillaume Soro de la course présidentielle, le troisième mandat d'Alassane Ouattara provoque de vives contestations. La CEI est-elle vraiment indépendante pour assurer la transparence de ces élections? Doit-on craindre un remake de 2010 qui avait fait déjà 3000 morts en Côte d'Ivoire? Eh bien, quelques tentatives de réponse dans ce débat panafricain avec nos invités que nous vous présenterons dans quelques instants. Et dans la deuxième partie, on parlera du Mali, du Togo. Et au Mali, 2 semaines après le renversement de IBK, la junte militaire organise depuis ce matin à Bamako justement des concertations afin de définir des modalités et la durée de la transition. Et partis politiques, syndicats, société civile, groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 participeront à ces concertations. Et quel avenir politique pour le Mali après la chute de IBK? Nous en parlerons également avec Amina Fofana depuis Bamako et également un Togolais de la diaspora depuis le Togo. Nous allons vous présenter des invités. D'ailleurs, on va commencer d'abord par les femmes. Nathalie Yam, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être au studio de Radio Kanalka. Es ist mir ein Vergnügen, hier bei Kanal K zu sein. Also, du kannst auch Deutsch sprechen. Das kann ich auch, unter anderem. Und wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Sehr gut. Ich bin wirklich sehr froh, hier zu sein und ich freue mich auf die Debatte und auf die Diskussion, die wir haben werden. Okay. Et avec nos auditrices et auditeurs, ne vous affolez pas, cette émission ne va pas se faire en allemand, on le fera pratiquement en français, puisque l'allemand, voilà, c'est un peu compliqué pour certaines personnes, des auditeurs comprennent, mais voilà, on va se parler en français. Et tout de suite, on va présenter nos invités qui sont déjà en ligne. Déjà, notre collaborateur Sena Peto depuis Luxembourg. Bonsoir Sena Peto. Bonsoir Sylvain Amos et bonsoir aux invités. J'espère que Marie-Paul Blably est déjà avec nous depuis la région parisienne. Bonsoir Marie-Paul Blably. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Nous avons également Dr Kéran Boga et Dr Sako Boga plutôt depuis la région de Milan ou de l'Italie, je sais pas quoi, mais je pense qu'il réside en Italie actuellement. Je pense qu'il est dans une manifestation, il vient de finir, mais Dr Boga, bonsoir. Oui, bonsoir cher ami Amos Sylvain. Je veux saluer également toutes les personnalités invitées sur le plateau et également celles qui sont en duplex via le Skype. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis effectivement en Italie, à Milan. À Milan. Merci beaucoup de le rappeler. Nous avons depuis le Togo David Doucet qui est le porte-parole et justement il est le premier porte-parole du mouvement Togo Debout. Bonsoir David Doucet. Oui, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
Merci également. Alors, on va commencer la présentation comme le dit les noms. Oui, mais qui est Nathalie Yam, conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly qui est candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Alors d'abord, comment se porte le parti leader? Écoutez, merci. Le parti leader se porte très bien. Nous venons de réussir à pouvoir présenter le dossier du professeur Mamadou Koulibaly à l'élection présidentielle. Nous avons rempli toutes les conditions posées par le pouvoir, celles qui sont constitutionnelles et celles qui le sont un peu moins. Nous avons réussi à démontrer l'assise du professeur Koulibaly, l'assise nationale. Donc le parti se porte bien, mais le parti est très concentré parce que c'est une période cruciale, c'est une période difficile, c'est une période dangereuse. C'est une période volatile pour les populations de Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région. Donc, il y a de grands enjeux devant nous. D'accord, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle de cette élection. Des gens disent que est-ce que l'élection sera transparente? Troisième candidature d'Alassane Ouattara. Juridiquement, on nous dit que ça passe pas. Quelle est votre réaction là-dessus? La candidature de Monsieur Alassane Ouattara est une candidature illégale. C'est une candidature qui ne répond à rien, sinon à la volonté permanente de ce monsieur de violer les lois, même celles qu'il écrit lui-même. Il prend un malin plaisir à les violer. C'est une candidature de provocation à mon avis et il risque d'en payer le prix parce que on se rend bien compte qu'il y a un rejet unanime de cette volonté de passage en force qui signe également l'échec patent du RDR et du RHDP ou de ce qu'il en reste, parce que si au RDR il n'y a personne d'autre que Monsieur Ouattara qui puisse être candidat du parti à l'élection présidentielle, ben ça veut dire que eux c'est même pas une boîte d'allumettes ça veut dire qu'ils sont évanescents sur la scène ivoirienne. On va voir ce que pense Marie-Paul Babli. Marie-Paul Babli est juriste enseignante en droit et conférencière. Marie-Paul Babli, vous êtes juriste, un bon nombre de juristes, y compris des Ivoiriens, pensent que la constitution ivoirienne ne permet pas à Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat. Et là, monsieur Sidi Timoko, Touré, porte-parole du gouvernement ivoirien, insiste sur le fait que l'avènement de la troisième république remet le compteur à zéro et Ouattara a droit de se représenter. Quelle est votre réaction, Marie-Paul Babli? Alors, la question a fait débat plusieurs fois déjà, et je pense qu'il n'y a pas lieu de tergiverser. Cette constitution de 2016 était claire et assez limpide. Il y a eu les constitutionnalistes qui ont travaillé dessus, qui sont passés bien sûr sur tous les réseaux, sur tous les médias pour expliquer clairement que M. Ouattara ne pouvait pas briguer à une troisième magistrature. C'était assez clair. Alors, les articles étaient les articles 55 qui reprenaient l'ancien article 35 de notre ancienne constitution de 2010 qui disait qu'on avait droit à un mandat renouvelable une fois. C'est assez clair. Et la continuité législative aussi disait que cette nouvelle constitution ne mettait pas fin, d'accord, à toutes les dispositions anciennes qui n'étaient pas contraires à la nouvelle. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu de débattre. Donc, tous les autres débats pour pouvoir se justifier dans le camp du RHDP sont pour nous vraiment juste une manœuvre pour pouvoir justifier l'injustifiable. Alors, la constitution et le statut d'un pays, c'est très clair. Il faut respecter les lois et les ordres qu'on se soit lui-même imposés dans sa propre constitution. Il a dit qu'il ne ferait pas un troisième mandat. Il a répété partout. Aujourd'hui, il revient sur sa position. Pour des raisons, il dit, de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire la mort de son premier ministre. En aucun cas dans une constitution, il est dit que lorsqu'il y a une exception comme ça, on a le droit de déroger à des règles purement établies. Donc, tout ce débat-là a l'air complètement faux. D'un premier mandat d'une nouvelle législature, en aucun cas, M. Alassane Ouattara a été élu, ou du moins imposé, sous l'ancienne constitution, alors qu'ils ne remettent pas en cause et n'essaient pas de se dédire. C'est assez clair pour nous. En tout cas, pour la plupart des juristes, sauf ces juristes à eux qui essaient de
de un peu entourlouper la chose sous la pression des membres du gouvernement. D'accord, on comprend très bien, vous êtes juriste, je l'ai rappelé. On va voir ce que pense également Dr Boga Sarko Gervais. Il est président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie et politique FIDOP. Alors, Dr Boga Sarko, vous l'avez dit la dernière fois que Ouattara n'a pas le droit de se représenter, mais il a été reçu hier justement à l'Élysée, Macron qui n'a pas, on sait pas, on connaît pas la position de Macron. Macron dit qu'il ne veut pas s'immiscer dans l'affaire des Africains, affaire d'État des Africains. Quelle est votre réaction là du docteur Boga Sarko? En rebondissant sur cette question, je voudrais saluer les deux avis assez pertinents qui ont été développés par mes deux compatriotes Nathalie Yamb et Marie-Paul Babli. Je pense que c'est assez clair et tout. Et puis vous savez, en tant qu'universitaire, parce qu'avant d'être militant des droits de l'homme, je suis enseignant d'université, il y a quand même des principes chez nous à l'université et il y a des maîtres dans chaque domaine. Vous voyez, vous avez remarqué la modestie de Marie-Paul Babli, qui est juriste, mais qui dit des plus grands constitutionnalistes. C'est-à-dire que chez nous, il y a des constitutionnalistes, et pas des moindres, qui sont respectés dans toute l'Afrique et même dans le monde. On peut vous citer Vaudier, René Denis-Segui, Léo Martin, ils sont nombreux. Et parmi ces gens-là, il y en a un qui a été pris par M. Ouattara pour rédiger la Constitution, le professeur Ouraga Ogbou. Et ces gens ont parlé. Alors quand ces gens parlent, qui est M. Ouattara pour venir dire autre chose? Maintenant, il nous dit que lui, il connaît mieux la Constitution que quiconque. Vous voyez, ce que je voudrais relever sur cette question, c'est l'insulte et le mépris de M. Ouattara à l'égard du peuple ivoirien. C'est pour cela que moi, je considère d'abord qu'on a tous vu la haute trahison, parce qu'il a dit, le 5 mars, et il s'est dit le 6 août. Donc on est floué, on est insulté, et c'est pour cela qu'on se révolte aujourd'hui, et on ne laissera pas faire. S'agissant de Macron, je vais être très clair. Allez-y. Ce n'est pas Macron qui va libérer l'Afrique. Ce n'est pas Macron qui va libérer la Côte d'Ivoire. Ce qui nous dérange, et que souvent dans nos conférences, nous venons d'en faire une ici, en Milan aujourd'hui, vous voyez ma voix quelque peu cassée. Mais M. Macron ne peut pas faire un tweet le 5 mars, lorsque M. Ouattara dit qu'il ne se présentait plus à l'élection présidentielle, en disant bravo, félicitations, c'est un président exemplaire, un modèle. Et lorsque le monsieur maintenant revient sur cette décision, M. Macron est silencieux. Et il est silencieux jusqu'à ce qu'il lui offre un déjeuner dans un silence total. D'accord, on comprend. Je vois que Nathalie Dam qui est au studio avec nous, déjà, salut de passage à nos amis qui nous suivent, reçu notre page Facebook. Nathalie Dam sourit un petit peu, mais c'est de la colère pour elle. Colère, parce que c'est tout à fait, c'est navrant, c'est insultant, comme l'a dit le docteur Boga, c'est absolument irrecevable comme attitude. Et vous parliez de Monsieur Macron, et j'aimerais bien revenir là-dessus, parce que le docteur Boga l'a souligné. Monsieur Macron, comme dans un ballet bien organisé, comme dans une pièce de théâtre bien synchronisée, lorsque Monsieur Ouattara a prétendu ne pas se présenter à l'élection au mois de mars, et entré sur scène et a retweeté l'annonce de Monsieur Ouattara avec toute l'emphase qu'il fallait. Et aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux qui observent le silence de Monsieur Macron et qui se disent que le silence de Monsieur Macron équivaut à un désaveu de Monsieur Macron pour Monsieur Ouattara. Je ne pense pas que ces gens-là soient dans la bonne vision des choses. Il n'empêche que Monsieur Macron a quand même reçu Monsieur Ouattara à déjeuner hier. Alors on reçoit à déjeuner quelqu'un dont les organisations internationales établissent que il envoie des petits gangsters armés de machettes pour aller trucider les manifestants qui s'opposent à ce troisième mandat. Il reçoit à déjeuner un homme qui s'est renié devant ses compatriotes, devant l'Afrique, devant le monde entier. On reçoit à déjeuner quelqu'un qui viole les droits fondamentaux de ses compatriotes. Je trouve ça absolument scandaleux, mais je suis tout à fait d'accord, et c'est la position que je défends depuis toujours, ce n'est pas
la France qui va décider qui gagne les élections en Côte d'Ivoire. Nous devons savoir et pouvoir utiliser la colère que cette attitude méprisable et méprisante de monsieur Ouattara provoque en nous et en faire une arme pour chasser ce monsieur définitivement dans les oubliettes de l'histoire de l'Afrique. Je l'avais annoncé dans cette émission, notre collaborateur Sénat Pétor depuis Luxembourg est avec nous. Sénat Pétor, rebonsoir. Oui, bonsoir Sylvain Amos. J'espère que vous suivez le début de ce débat sur la Côte d'Ivoire, 3e mandat de Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez quelques préoccupations à soumettre, soit à Marie-Paul Babli ou au Dr Boga Sako Gervais? Oui, ce serait un prolongement de la première question que tu leur as soumise. Visiblement, le débat autour d'un 3e mandat ou un nouveau premier mandat de M. Ouattara a quitté la sphère juridique parce que on a écouté les gens qui font autorité dans le domaine. Donc le docteur Boga Sako vient d'énumérer, vous voyez, toute une palette de grands constitutionnalistes ivoiriens, dont celui qui est le père même, celui dont Alassane Ouattara a fait appel pour cette énième réforme de la constitution ivoirienne. Il a déjà tranché, donc on sait. Alors, il y a un analyste togolais qui s'appelle Monsieur Lawson Nsento, qui a pesté justement à propos de ces tripatouillages constitutionnels dans notre sous-région ouest africaine en ses propos. Donc, il lui dit que le compteur à zéro constitutionnel est un mépris pour la République et la démocratie. J'aimerais savoir l'avis de nos invités par rapport à ces propos de M. Lawson. Le compteur à zéro constitutionnel est un mépris pour la République et la démocratie. D'accord. Marie-Paul Babli est juriste. Je pense que elle est quand même habilitée à répondre à cette question. Marie-Paul Babli. Cette question, merci beaucoup déjà pour la question. Je profite ce que j'ai pas pu faire parce que je répondais d'un taxi et maintenant je suis arrivée. Donc je remercie, je suis ravie de pouvoir faire cette collaboration avec Madame Yamb que je rêvais de rencontrer depuis. Et le docteur Sako, ça fait très longtemps que nous n'étions pas réunis. Donc, bonjour à tout le monde. Alors, je vais répondre clairement si cette question est vraiment même juridique. Parce que lorsqu'on parle de compteur à zéro, vous savez qu'il faut juste justifier les raisons pour lesquelles nous sommes en train d'agir. Je répète déjà que lorsque M. Ouattara a fait son discours le 6 août, il n'a pas parlé de constitution. Il a dit, pour des raisons de circonstances exceptionnelles, je suis obligé de briguer un 3e mandat. Donc lui, il a carrément mis la constitution de côté. Maintenant que lorsque le débat a tourné autour de la constitution, c'est là où tous m'étaient obligés de dire, mais de toute façon, on remet les compteurs à zéro et de parler également de rétroactivité ou pas. Alors, la question ici, est-ce que c'est un mépris pour la République? Normalement, qu'est-ce qu'on appelle l'état de droit? L'état de droit, en fait, a bien entendu un agencement. L'état de droit, il faut la séparation des pouvoirs, il faut la démocratie, il faut bien entendu également l'alternance politique, etc., etc. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, cette notion très fondamentale qu'est la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le respect de la Constitution. Mais ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des personnes qui refusent de faire une transition, qui refusent tout simplement de donner la part aux autres partis et surtout de donner la possibilité au peuple de s'exprimer et qui confisquent le pouvoir en prétextant des alibis fallacieux. Et c'est là où il y a problème. Bien sûr qu'il n'y a pas respect de la démocratie ici. Bien sûr qu'il n'y a pas respect de l'alternance politique. Bien sûr qu'on ne respecte pas le vote ou même le choix des citoyens.
Alors, bien sûr, il va dire, mais je me suis présenté, le peuple veut décider qu'ils ne veulent pas que je sois président, mais ne nous leurrons pas. Sauf exception, en Afrique, lorsqu'on détient le pouvoir, généralement, on gagne les élections. Parce qu'on a toutes des structures qui nous sont favorables. En Côte d'Ivoire, la CIE est quasiment favorable au gouvernement. Le Conseil constitutionnel, alors n'en parlons pas. Les fraudes sont en train d'être établies visiblement par le PDCI, etc. Je pense que le parti leader aussi en a parlé. Comment voulez-vous que M. Ouattara, s'il va à des élections, il y aura des élections transparentes, il va gagner? D'accord. Alors, il n'y a même pas lieu de débattre parce que ce monsieur va gagner. Sauf si le peuple ivoirien décide autrement. D'accord, on va voir la réaction tout de suite de Nathalie Jambe. Alors, vous avez écouté Marie-Paul Babli, elle dit, c'est pas moi qui le dis, elle dit que la CEI, Commission électorale indépendante, est dans les mains de Ouattara. Alors, qui va gagner ces élections, selon vous? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Marie-Paul vient de dire. D'ailleurs, nous avons participé à des réunions, les représentants du candidat Mamadou Koulibaly ont participé à des réunions récentes avec la CEI, où le président de la CEI dit que lui, il n'est qu'un exécutant. Il le dit devant l'ensemble des représentants des candidats. Moi, je ne suis qu'un exécutant, c'est le gouvernement qui décide et puis moi, j'exécute. Bon, quand on est dans ce cas de figure-là, on sait que la CEI ne pèse rien, ne décide rien. Je suis entièrement d'accord sur le fait que avoir un outil, un organe qui organise des élections qui soient tout sauf indépendants, ce qui est dramatique parce que quand vous prenez la Constitution de Côte d'Ivoire, la seule institution auquel est accolé le mot de l'indépendance, c'est la CEI. C'est la seule à qui on a donné ce poids, ce manteau d'honorabilité qu'est l'indépendance. Mais au lieu de se battre pour obtenir les outils de cette indépendance, le budget, l'indépendance décisionnelle, l'indépendance organisationnelle, logistique, etc., ils se contentent d'être assis et de dire, nous, on est des exécutants. On est payé pendant 5 ans à ne rien faire et lorsqu'il y a un scrutin, on s'arrange pour, dans les 3 mois qui précèdent le scrutin, tout bâcler. Est-ce qu'on peut espérer des élections qui va gagner? La question c'était qui va gagner ces élections si la CEI n'est pas indépendante? Je rejoins Marie-Paul, c'est le peuple qui le décidera. Si vous laissez l'issue des élections dans les mains de Monsieur Couibert Koulibaly ou de Mamadou Koné ou de Alassane Ouattara, nous avons perdu. Mais si le peuple se lève et comme en 2000, quand il y a le général Guéhi a tenté un hold-up au dernier moment, le peuple se lève et dit notre voix là, vous touchez pas. C'est pas vous qu'on a choisi et exprime sa souveraineté. Alors tout est ouvert et ce sera le candidat choisi par le peuple qui gagnera. Le plus important, si je peux ajouter, on peut se dire qu'on va attendre l'issue des élections pour se lever. Je pense qu'il vaut mieux se lever avant et contraindre dès aujourd'hui Monsieur Ouattara, à défaut de le contraindre de partir ou de rester dans son village à Mougins, de dire, bon, rasseyons-nous à la table et puis discutons pour avoir des conditions d'élection transparentes, inclusives et justes. D'accord. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.